Bienvenue sur Décodia, le balado qui démystifie l'IA en entreprise et vous aide à faire des choix éclairés dans un monde numérique en pleine transformation. Une initiative de Magog Technopole, présentée par Desjardins. Bienvenue dans ce deuxième épisode pilote de Décodia. Cette fois, Martin Le Sauteur et Mathieu Liret-Gélina reçoivent Vincent Gautret, expert en droit des technologies, pour démystifier tout le côté légal de l'intelligence artificielle. Au programme, la loi 25, les risques liés au partage de données dans ChatGPT et autres outils IA, la différence entre anonymisation et pseudonymisation, ainsi que les zones grises entourant les droits d'auteur des contenus générés par l'IA. À la fin de cet épisode, vous saurez comment utiliser l'IA de façon plus éclairée et en toute conformité. On passe tout de suite la parole à Martin et à Mathieu. Bonne écoute. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Le Sauteur de Magog Technopole. Dans le cadre de nos réunions Connexion IA en affaires, notre deuxième enregistrement de balado avec M. Vincent Gautret, professeur à l'Université de Montréal et également avocat en droit des TI, qui est devenu aujourd'hui en droit de l'intelligence artificielle. Également là avec moi Mathieu Liret-Gélina de Maverick Analytics, notre partenaire là, dans l'événement Connexion IA en affaires. Tu veux te présenter, Mathieu? Ben oui, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Comme pour la deuxième fois, Martin, on est bien content d'être ensemble. Et on est bien content aussi d'accueillir M. Gautret là, pour cette deuxième rencontre. Donc, tu l'as déjà dit, je suis Mathieu. Moi, je dirige Maverick Analytics. Et on fait ces rencontres-là dans le cadre de l'événement Connexion IA en affaires. Donc, des séries d'événements ici à Magog pour aller creuser un petit peu plus loin l'intelligence artificielle, c'est quoi les enjeux, qu'est-ce qu'on doit faire attention et tout ça. Et aujourd'hui, avec M. Gautret, on parle du côté légal. Bonjour, M. Gautret, comment allez-vous? Bonjour Mathieu, bonjour Martin. Pouvez-vous vous présenter peut-être en quelques minutes pour nos auditeurs, savoir un peu qui vous êtes, quel est votre niveau d'expertise? Écoutez, moi je suis originaire de France, je suis arrivé au Québec il y a 35 ans cette année. J'étais venu pour une maîtrise et puis un peu par hasard, j'ai fait ma maîtrise, j'ai peur de faire rire le monde, sur les contrats par télécopieur. Wow. J'avais rédigé la moitié de ma thèse et je me suis rendu compte pendant ce moment-là que je m'étais trompé de sujet. On commençait déjà à l'époque, c'était l'EDI, je ne sais pas ceux qui savent dire quoi, là c'est le Electronic Data Interchange, ça permettait de l'automatisation dont on parle beaucoup. Ben, j'ai continué une thèse là-dessus, sur les contrats électroniques. Puis j'avais un sujet assez sexy, je pense, puis assez vite j'ai trouvé une job de prof et puis je suis devenu avocat, mais je travaille sur ces questions-là, numériques depuis 35 ans. Je travaille toujours sur ces questions-là, sur la vie privée, sur la consommation, sur les questions de concurrence, sur les contrats, sur la sécurité aussi. Et en ce moment, depuis, je dirais une dizaine d'années, c'est l'IA qui est le buzzword dont tout le monde parle, à tort ou à raison, parce qu'il y a des choses qui sont très bien, puis il y a des choses, on pourra peut-être en parler, qui sont moins efficaces, moins utiles. Il y a un buzz. Clairement, il y a un buzz. Mm-hmm. Mm-hmm. Et alors, sautons directement dans le vif du sujet, là, le cadre légal là, aujourd'hui là, qui s'applique. Mais le problème, il y a deux choses. Le problème, c'est que l'IA, c'est pas quelque chose d'anodin. C'est quelque chose qui utilise beaucoup de données. Et donc, forcément, dès lors qu'on joue dans les données, qu'il y a des conséquences qui peuvent être liées à l'utilisation de ces données, ben, il y a un cadre légal qui doit embarquer. Puis notamment depuis 2021, où on a passé une loi sur la vie privée, ben, il y a plusieurs de ces dispositions sur la protection des renseignements personnels qui s'appliquent à l'IA et qui obligent en fait à un certain nombre d'obligations assez lourdes aux acteurs petits et grands. Juste pour une mise en contexte, la loi qu'on appelle la loi 25, elle est souvent connue sous son numéro, s'applique à tout le monde et les PME, les OBNL sont supposés respecter la loi et dans les faits, ben, il y en a assez peu qui la respectent. Donc d'un côté, on a des vraies obligations
Et de l'autre, ben, on a des, des obligations qui sont parfois tellement lourdes que factuellement, ben, on les respecte pas tant que ça. Donc c'est en gros là le schéma pas tout à fait pas tout, pas tout à fait satisfaisant là, qu'on peut faire sur l'utilisation des données et donc de l'IA en particulier. Donc, aucune exception. OBNL, compagnie privée, traire autonome, tout le monde a les mêmes obligations. Alors, dans la loi, il y avait autrefois des exceptions pour certaines organisations comme les ordres professionnels et comme les partis électoraux, et puis ils ont embarqué dans le OK. système. Alors, il y a des exceptions très particulières. Ben, une exception, je dirais la plus souvent utilisée, c'est quand on est capable d'anonymiser les données. Mhm. Donc, dès lors qu'on est capable d'anonymiser les données, ben là, vous sortez sous l'application de la loi, mais la définition d'anonymisation, notamment par un mot que je veux dire souvent lors de la formation, la commission d'accès à l'information, ce qu'on appelle la CAI, qui est l'organisme public, qui est le chien de garde de la protection de la vie privée au Québec. Et la CAI, donc, la commission d'accès à l'information, a une définition très rigoureuse de ce qui est anonymisé. Et c'est pas pseudonymisé. Non. Et donc, anonymiser, c'est s'assurer qu'il est impossible de retrouver les personnes derrière les noms. Alors, je vous donne un exemple. Parce que dans ma présentation, j'essaie de donner vraiment des exemples concrets. Vous utilisez une IA, puis je vous donne une histoire vraie. Une commission scolaire veut utiliser une IA pour identifier des étudiants de fin de primaire et d'identifier ceux qui sont le plus susceptibles de décrocher en secondaire 2 ou 3. 2, 3 ans après, il y a une IA, donc basée sur des données scientifiques probantes, là, qui est capable de dire, ah, ce petit gars-là, là, il y a peut-être un risque dans 2, 3 ans, là, on ne le trouve plus à l'école. Donc, d'où l'idée de prendre des mesures préventives pour ça. Alors, le problème de anonymiser, c'est pas simplement enlever le nom du petit bonhomme, là. C'est d'identifier dans quelle école il est. Faut désidentifier son école. Faut enlever son adresse. Faut enlever le nom des parents. Mais l'IA est tellement puissante que même quand vous avez enlevé la plupart de ces données-là, vous serez quand même capable Donc, de le retrouver. d'être impossible de faire le chemin inverse pour réidentifier la personne. Dans la loi, on utilise un adverbe, un adjectif, c'est irréversible. C'est exactement ce que Irréversible. vous dites. Il est OK. impossible de retrouver la donnée. Et ça, dans les faits, c'est ultra difficile. C'est ultra difficile. Donc, il faut mettre en place des mesures documentaires, il faut expliquer les raisons et les cadres techniques que l'on a mis en place, les solutions techniques, les cadres documentaires. C'est pas de la petite bière, là. C'est pas des trucs qui se font comme ça sur le coin d'un bureau. Donc, Ça, donc s'il y a quelqu'un qui nous dit faites-en pas, moi j'utilise des données qui sont anonymisées, faut pas tout prendre ça pour du cash. Y a-t-il c'est un que, organisme c'est que dans, qui réglemente puis qui est capable de certifier que les données ont été anonymisées puis qui font des tests de régression sur être capable de refaire le chemin inverse? Est-ce que ça existe? alors, deux choses. Votre client, là, c'est dans 90% des cas, les gens disent ça. Et dans 90% des chances, ils n'ont pas anonymisé, ils ont pseudonymisé. Pseudonymisé. OK. Mhm. C'est la différence dans la loi entre les deux. Ce qui est déjà mieux que rien, hein. Je veux dire, quand on pseudonymise, on a pris une première démarche pour s'associer que les données ne puissent pas être utilisées n'importe comment. Mais quand vous faites que pseudonymiser, c'est votre question initiale, vous êtes encore associé à la loi. Vous devez respecter la loi. Euh, et, sur votre question, oui, la commission d'accès à l'information est l'organisme qui est supposé, quand on lui envoie toutes les mesures qu'on a mises en place, et elle est capable de dire c'est bon, c'est correct, ou ah, j'aimerais en savoir plus sur tel élément, ah, j'aimerais que vous densifiez tel élément. Il y a un dialogue qui s'opère avec la CAI pour déterminer si on respecte ce critère tel que prévu dans la loi. Vous donner un exemple, sur cette seule question d'anonymisation, il y a eu un règlement qui a été adopté. Donc la loi date de 2021 et en 2024, je crois, il y a eu un règlement qui est venu préciser comment on fait. Et puis c'est pas
complètement facile. Il faut s'inscrire sur des registres, on est évalué, il faut déposer des documentations qui explicitent les mesures qu'on a mises en place, il y a une déclaration sur l'honneur, et encore une fois, il y a un organisme qui est capable de vérifier que oui, c'est suffisant, oui, c'est correct. La, la difficulté par rapport à votre question, là, c'est toujours la même, et moi je la représente, c'est où est-ce que je mets le curseur? Est-ce que je suis allé suffisamment loin dans ma documentation pour prendre des mesures nécessaires, ou est-ce qu'il faudrait que j'en mette un peu plus? Puis ça, là, c'est toujours du cas par cas. Et puis en bout de ligne, c'est toujours la commission d'accès à l'information qui est en mesure de vous dire oui, ça c'est correct, ou oui, ça, faut que tu rajoutes des mesures de sécurité supplémentaires. Puis dans ces mesures-là, tu sais, il y a de la gouvernance, là, je veux dire, il y a des politiques internes, de la sensibilisation auprès des employés, parce que donc, tu sais, derrière chacun de ces trucs-là, il y a toujours un humain, là, même si on parle d'IA, là. Donc, il y a beaucoup de travail à faire pour des petites entreprises qui n'ont pas toujours les moyens de se les payer. C'est que quand vous mettez un, parce que ça s'est fait de manière tellement simple. On met une clé USB puis qui siphonne toutes les données, là. Ben, toute institution sérieuse est capable d'identifier des hypothèses où on a un disque externe qui siphonne des données, surtout en aussi grande quantité. Donc, il devrait y avoir des flags techniques qui disent soit de l'interdire, ou simplement de le permettre à des personnes autorisées, et quand c'est uniquement des personnes autorisées, mais qu'il y ait des flags qui disent, ah ben tiens, il y a tel poste qui a téléchargé tant de données à tel moment, vérifions. Donc oui, il y a des solutions de gouvernance, il y a des solutions techniques, il y a des solutions légales, notamment avec d'éventuels recours. Est-ce que vous recommandez, disons, évidemment, ça demande un certain niveau de ressources, là, avoir des outils comme ça d'audit et de gouvernance. C'est pas toutes les entreprises qui peuvent se les payer, peut-être, mais c'est une recommandation, si je comprends bien. Si les gens ont les moyens de le faire, ça serait la moindre des choses d'être capable de bien surveiller qui accède à quoi, à quel moment, dans quel volume, et ainsi de suite, là. C'est ça que vous dites? La loi ne parle pas spécifiquement d'audit, mais Mhm, il y a beaucoup d'institutions d'envergure qui en font. mhm, Euh, la loi, ce qu'elle dit très souvent, il y a un terme dans la formation que je vais répéter, c'est qu'il faut faire ce qu'on appelle par l'acronyme d'EFVP, des mhm, évaluations de facteurs de risque à la vie privée. mhm. Alors, des EFVP, c'est des documents qui sont requis, et ça, à mon avis, c'est une erreur de la loi. Dès que vous jouez dans les données, là, c'est pas le terme de la loi, évidemment, mais vous devez faire une EFVP. Ah ouais. Notre loi québécoise, elle s'est beaucoup inspirée d'un règlement européen, mais sur plusieurs questions, dont celle-ci, elle est allée plus loin que l'Europe. Elle est plus exigeante que Ah ouais. l'Europe. Et en Europe, on dit qu'il faut faire des EFVP, des évaluations de facteurs de risque à la vie privée, dans les cas où il y a un risque sérieux à une atteinte à la vie privée. Alors que nous, c'est dès qu'on joue, dès qu'on exploite un nouveau système, Ah ouais. dès qu'on joue dans les données, faut en faire une. Ah Puis ouais. de Même, facto, de même facto. si les données sont bien contrôlées à l'interne, là, c'est aussitôt qu'on a des données, ça prend un FVP. Alors après, la loi dit ah mais attendez, cette EFVP, elle doit être proportionnelle. Ça, c'est les termes que les Ah. juristes en adorent, là, c'est-à-dire, Ah. je suis incapable de vous dire, là, vous devez passer Ouais. par un avocat pour savoir si c'est proportionnel ou pas. Mais donc, l'idée derrière tout ça, c'est que on, on veut pas tuer une souris avec un canon. On veut pas non plus utiliser des armes démesurées. Mais l'exemple que je vous prends là sur la commission scolaire, qui est Mhm, une vraie jurisprudence. Ça, c'était au départ donc une commission scolaire qui n'a pas d'argent à profusion, là, qui utilise, dans le cas d'un projet de recherche universitaire, au départ, c'était un projet de 20 000 piastres. 20 000 dollars pour développer l'application. Rappelez-vous de décrochage scolaire. mhm. Euh, et ce qu'a dit la CAI, qui a rendu une décision sur cette affaire-là, vous devez faire une EFVP.
Ben, je m'excuse vis-à-vis de mes collègues, là, la plupart de mes collègues, c'est ils vont vous demander plus que 20 000 pour faire le FVP. Donc, quand la réponse légale coûte plus cher que le développement, il y a un problème là. Un sérieux problème. Il y a un sérieux problème. Ouais. Donc, c'est une solution intéressante, mais je pense qu'on l'exige dans trop de situations. Alors, après, calmons-nous. Là, je vous dis qu'il y a beaucoup d'entreprises, notamment les plus petites, qui ne respectent pas, qui ne respectent pas la loi. Faut savoir que à date, là, en bientôt 5 ans, 4 ans et demi, il n'y a pas encore eu une condamnation financière. Il y a eu plusieurs décisions qui ont dit c'est pas correct, vous devez améliorer ceci ou améliorer cela, ou des fois vont même jusqu'à dire, notamment pour tout ce qui touche la biométrie. Donc l'IA qui touche à des images, ça la caille Mm, met un flag non presque à chaque fois, mm, mais il n'y a jamais eu de sanction financière pour le moment. Alors que la mm. loi l'autorise. En fait, la loi a copié-collé le règlement européen en disant on peut même aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires de l'entreprise comme sanction. Mais ça n'a jamais été appliqué à ce jour. Jamais. Jamais. OK. Puis, non seulement ça n'a jamais été appliqué, mais la CAI, pour l'instant, fait la présidente de la CAI, qui a été changée il n'y a pas très longtemps, dans son premier discours, a dit on est dans un mode collaboration. Donc, je pense, moi, qu'une PME qui sérieusement voudrait utiliser une IA, aurait intérêt à très vite. Donc, il faut mettre en place des documentations internes, des règles de gouvernance, comme vous l'avez dit, Martin. Puis, très vite, les envoyer à la CAI qui va jouer son rôle et qui va presque conseiller, en fait, les acteurs en leur disant, Mhm. sur ce point-là, tu es correct, sur ce point-là, il faut que tu densifies, il y a un besoin de plus de robustesse. Donc, ils sont en mode collaboration. Donc, ils sont plus aidants qu'une institution, même si elle a la capacité de faire de sanctions. J'avais souvent lu, je sais pas si c'était euh, une chose vraie ou pas, ou qu'il y a des nuances à apporter, tout ça, qu'on me disait, si tu utilises un logiciel américain, par exemple, où plein d'intelligences artificielles sont évidemment américaines, on pense à ChatGPT, par exemple, j'utilise ça dans un milieu professionnel, je rédige des courriels avec ça, je fais copier-coller des courriels, et là, ben, les données traversent la frontière. Et là, moi, j'avais pris pour acquis, puis peut-être à tort, que à partir du moment où les données traversent la frontière, là, ça te prend ton EFVP. Est-ce que finalement, il y a un risque accru quand on traverse la frontière avec nos données? Est-ce qu'on est un petit peu trop sur le mode panique? Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Alors, deux choses. C'est tout sauf une légende urbaine. Dès Ah ah. que, dès qu'on utilise des logiciels externes, des prestataires qui sont aux États-Unis, il faut faire une EFVP. Donc, dès que les données sont transférées, Mhm, il faut faire une EFVP. Donc, il faut faire un document, je vous en parlerai. Une EFVP, c'est quoi? C'est d'un côté, on regarde les risques, et de l'autre, on regarde l'occurrence, les chances, ou la malchance plutôt, que ce risque arrive. mhm, Et quand, avec ces abscisses ordonnées, on arrive à un très haut chiffre, qu'il y a des très grandes chances que ça touche des données qui sont particulièrement sensibles ou le risque est élevé, ben là, vous avez un pointage. Donc, si on fait une échelle de 0 à 5 de chaque côté, si on est à un 20, un très gros risque que ça arrive, très haut risque par rapport aux données qui sont sensibles, on est à 20, ben, il faut trouver des mesures pour baisser le niveau. Et donc, avoir moins d'occurrences que ça arrive et avoir un risque moins élevé. Comme l'anonymisation ou comme la mhm. pseudonymisation. Est-ce que c'est à la portée d'une PME de faire une FVP? Est-ce qu'il peut la faire elle-même ou elle a besoin d'aller consulter des équipes spécialisées, des avocats, C'est compliqué de, c'est de la gestion de risque. C'est de la gestion de risque que les entrepreneurs sont très capables de prendre. Puis Mhm, moi, je suis moins en pratique privée, mais moi, je connais des anciens étudiants qui font ça tous les jours et qui me disent, moi, j'ai énormément de clients qui viennent me voir et puis qui repartent en disant, ben, trop cher, je vais pas le faire. Je parle des mhm, petites structures.
Mais quand je parle de petites structures, c'est aussi des, des petites villes, puis des villes Mhm. qui sont pas minuscules, là, de quelques dizaines de milliers de personnes, là, Mhm. Mhm. c'est pas des villages, là, et qui vous disent, ben, écoutez, là, ce que vous me demandez, là, je peux pas hausser les taxes, là, pour qu'on soit conforme à la loi, là. Parce Donc, que, c'est un vrai, c'est un vrai enjeu. Puis encore une ouais. fois, il y a la fameuse proportionnalité que la loi dit. Donc, moi, je pense que, encore une fois, il y a un guide que la CAI a fait pour rédiger ce SEAVP, mais le guide, il fait 45 pages. Et puis, genre, même moi, des fois, je comprends pas tout. Alors, j'imagine pour une personne qui est pas complètement Aïe, aïe, juriste, aïe. c'est pas ultra accessible. Moi, c'est pour ça, moi, je travaille pour développer des modèles Mais, pour ouais, c'est ça, parce qu'il y a pas de plateforme. Est-ce que c'est trop nouveau? Il n'y a pas de plateforme en ligne où tu pourrais juste uploader des documents, puis il y aurait un IA qui regarderait Ben ça, ouais, puis qui dirait ton niveau de risque, puis tu sais, ça là, serait un peu ironique. non, mais basé sur ton niveau de risque, tu prends la décision, est-ce que je prends Ouais, le risque ou est-ce que je paye? Tu sais, si ton risque est ouais. super élevé. Puis moi, j'imagine qu'un jour, il y a des clients qui vont demander un certificat de compliance à la loi 25 avant de faire affaire avec une entreprise pour être certain que ces données ne seront pas exposées. On va arriver là un jour où ça va être un obstacle aux entreprises de ne c'est pas c'est avoir ces certifications-là. c'est très intéressant, Martin, parce que moi j'ai peu vu ça encore, mais à mon avis ça là ça s'en vient dès qu'on va avoir, parce qu'à un moment donné ça va arriver, des décisions où la CAI va imposer des sanctions financières. Pour l'instant, je dis ils sont dans le mode collaboration, mais à un moment donné, si on collabore, si on est juste dans l'approche collaborative et qu'on sait qu'il n'y a pas de sanctions qui vont tomber, ben, les gens vont pas la respecter. Ben, Donc, à un moment donné, la vraie sanction en affaires, c'est quelqu'un qui veut pas faire affaire avec toi. Tu sais. Puis un jour, tu sais, un peu comme toutes les certifications ISO, il y a des entreprises qui font affaire, par exemple, en aérospace. Ça te prend des certifications au niveau de tes processus, la qualité, avant de faire affaire avec ces entreprises-là. Puis la fuite des données, quand, quand aujourd'hui, le pétrole, c'est les données, là, ouais, il y a des entreprises Ouais. qui vont dire, montre-moi la patte blanche parce que moi, je vais partager des données avec toi puis je vais être certain que tu protèges mes données. Puis ça va être un frein à faire des affaires. Donc, j'imagine qu'éventuellement, il y a des plateformes qui vont naître, il y a des solutions qui vont naître pour automatiser ces choses-là puis être capable d'aider les entreprises, grosses ou petites, à se normaliser. mais c'est intéressant parce que moi, je travaille beaucoup avec les normes ISO. Puis ISO Mhm. a notamment développé des normes spécifiques pour l'IA. OK? Alors, accrochez votre tuque là. Moi, j'en ai acheté une. J'en ai acheté une avec mes fonds de recherche là. C'est 300, un peu plus de $300. Il y en a actuellement 25 normes ISO juste sur l'IA, chapitre 42, et il prévoit d'ici 2027 en avoir 65. Ah, ouais. Donc oui, et puis moi j'ai acheté la première, la 42001, c'est la plus générique. Effectivement, vous pouvez vous faire certifier comme étant conforme à la norme ISO, mais certifié 4201, vous ne serez pas certifié loi 25. C'est deux. Mais non. Alors, ISO 2001, puis 2002, puis 3, c'est toutes des ISO différents, là. C'est exactement. différent. Et puis la certification légale, c'est autre chose. ISO, c'est international et la loi 25, elle est québécoise. Et puis il y a des enjeux. Donc, euh, Oh, boy. c'est un gros monstre, là. Hmm. C'est un gros monstre. Wow. Et après, vous pourrez, et puis ça sera sans doute une valeur, je dirais, de marketing, vous faire certifier 4201. Moi, 4201, c'est une norme que j'aime bien critiquer parce qu'elle vous dit documenter tel aspect, mais ça dit pas le niveau de robustesse à la documentation. Si vous mettez une documentation, vous avez votre PME, et puis oui, moi, Martin, je, je, je m'assure que mes données soient hébergées sur mon ordinateur, que je ferme ma clé dans mon bureau. Ben ouais, vous avez une politique. Donc la Mhm. loi dit vous devez avoir une politique. J'ai ma politique, OK. mais on n'évalue pas la robustesse quand on est Mhm. certifié à certains égards. Ouais. Donc donc des fois il y a de la certification ISO qui est un peu, j'ai un terme vulgaire qui me vient en tête là, mais qui est un peu qui vaut ce qu'elle vaut.
qui vaut. Ouais, ok. On va compléter dans notre tête. C'est ça. J'a- Vous j'a- avez j'a- bien. J'aimerais vous amener, on veut respecter votre temps aussi, évidemment, sur un autre terrain. Je ne sais pas à quel point c'est glissant ou pas, mais quand on parle d'intelligence artificielle, évidemment, c'est de la génération, c'est du génératif. On pense beaucoup à l'image. Tu sais, moi, je donne des formations, puis on montre comment générer des images, mais tout le monde, sans exception, me demande l'image que je génère avec l'outil d'intelligence artificielle, est-ce qu'elle m'appartient? Est-ce que je peux réclamer des droits d'auteur là-dessus? Est-ce qu'un autre artiste pourrait venir voir, dire, hey, non, non, écoute, beaucoup de gens se posent ces questions-là. Vous en dites quoi, vous? Je vous dirais que c'est pas clair. Je vous Hmm, dirais que c'est pas clair et c'est pas clair à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que les IA génératives ont généré du contenu en siphonnant le web au complet et mhm, donc en siphonnant des œuvres qui sont elles-mêmes protégées par le droit d'auteur, mhm, sans aucune demande d'autorisation préalable. Ils tout à ont fait. scrappé le web. Mhm, Et là, actuellement, on attend, on n'a pas encore une grande décision. Il commence à y avoir des règlements, notamment en Europe, qui disent ben, quand vous entraînez, vous devez avoir généré une compensation vis-à-vis des documents que vous avez sur lesquels vous êtes entraîné. Et là-dessus, on on aura d'abord aux États-Unis, parce qu'il y a il y a des jurisprudences qui sont pendantes, là, on aura d'ici 1 à 5 ans une décision de la Cour suprême américaine, à un moment donné, qui en bout de ligne va surtout statuer sur un point, vous avez sans doute entendu parler, est-ce que ça, euh, c'est un usage, c'est un fair use? Est-ce que c'est un usage mhm, raisonnable mhm. que d'utiliser du contenu d'autrui? On le vole pas à proprement parler, mais on utilise quand même un contenu pour entraîner sa machine. Et ça, là-dessus, je serais bien. Moi, j'ai l'impression que sur ce point-là, et c'est déjà le cas, vous avez peut-être vu dans les journaux, il y a des transactions confidentielles qui ont été faites avec le New York Times, par exemple. Le New York Times a été a poursuivi, mais le New York Times, c'est tellement gros qu'il peut négocier. Alors que moi, mon site web qui a plein de contenu protégé par le droit d'auteur, oubliez ça, là. Je vais pas aller fighter contre OpenAI. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est votre question précise, là, mais c'est est-ce que le droit m'appartient en sachant, puis là encore, la question est pas claire. Ce que je comprends actuellement, c'est que dans dans les contrats que vous avez sans doute pas lus là, que l'on passe avec IA, il y a des dispositions qui prévoient un usage, qu'en fait il y a un usage mais non exclusif de ces photos-là. Donc vous générez une photo avec Chat, avec Claude, et ben, il va dire, OK, tu as le droit d'utiliser, mais moi, je m'octroie aussi le droit de pouvoir l'utiliser Ah, dans un autre contexte. Donc, en OK. fait, c'est par le biais du, principalement du contrat que ça risque éventuellement C'est de se presque du régler. licensing, là. Je te donne une licence d'utilisation, une licence perpétuelle. Ouais, ben, vous Mais savez quoi? Vous savez quoi? On ne sait même pas, mais vous avez tous un compte Gmail, vous avez tous un compte à un Google Drive, ben c'est la même chose dans Google Drive. ouais. C'est la même chose dans Facebook. C'est-à-dire que votre Google Drive, vous mettez une belle photo que vous avez prise dont vous êtes bien fier, là, et ben, juridiquement, Google a une licence non exclusive sur la photo que vous avez prise. Hmm. Hein. Donc c'est une solution assez simple qui est pas validée par les tribunaux. Il y a pas de il y a pas d'enjeu il y a pas d'enjeu véritable qui se On pose. arrive à la fin, je pense qu'il nous reste comme 4 minutes là, pour être. Ça fait. J'ai l'impression qu'on fait juste commencer. Ouais. Peut-être qu'on fera une deuxième Faut, version là, faut parce que refaire, moi c'est je ça, regarde mes notes puis j'ai répondu à peu près à 20% des questions que j'avais. Puis on est déjà à la fin. Je pense que ça va avoir la peine de faire une V2. Juste en résumé, en conclusion,
les points clés. Mettons, ce que je comprends, c'est qu'il y a beaucoup de travail à faire. On est dans le flou à peu près partout. Les entreprises sont submergées parce que la loi est là. C'est difficile d'être compliant à la loi. Est-ce que je me trompe? C'est en conclusion, Monsieur Moi, Vincent. moi, je dirais qu'il y a... Je ne vais pas être trop négatif. On va essayer Non, non, de- mais on a tous adopté l'approche Google, en fait. Google était tellement gros qu'il lançait des produits, puis validait par la réponse sociale si leur produit était correct ou pas. Donc, Mhm. il testait les tribunaux pour évaluer la Ouais. légalité. Et ça, c'est exactement le contraire du droit. Le droit, c'est au préalable, on regarde si c'est correct, puis après, on le lance. Et en fait, on a tous intégré, c'est-à-dire on utilise, on se lance, puis on vérifie et on réfléchit. Puis ça, c'est vrai au niveau du droit, mais c'est vrai au niveau de... Écoutez, là, moi, je m'en vais dans une autre rencontre, là, où on fait des tests sur l'usage de l'IA en enseignement. Puis l'IA, c'est super en enseignement sur certains trucs, puis c'est nul, mais de chez nul sur d'autres. Et il y a une sorte de folie, on dit, ah oui. Puis en marketing, c'est la même chose. Là, on commence il y a un petit backlash où on se rend compte que ah ben, il y a 20% de moins de mots qui sont utilisés dans les campagnes faites par l'IA. Il y a une homogénéisation du contenu, il y a moins de création véritable. Ça reste que l'IA, c'est quand même, c'est une moulinette à intégrer des choses passées, là. Donc, c'est quelque chose de très nouveau, il y a une fascination. Puis au niveau du droit, ben, on, on saute et on réfléchit après. Et ce qui est vraiment contraire à l'habitude que Mhm. l'on a. Alors après, moi je suis dans une phase de test, euh, même dans mes recherches. Et puis je pense qu'il ne faut pas avoir peur à se lancer non plus, parce qu'il y a il y a des vrais atouts, mais on mesure pas. Puis ça c'est vrai pour l'IA et pour le technique, pour le numérique en général, on mesure pas des, euh, des aspects négatifs aussi qui sont associés à l'outil en tant que tel. Donc, Mhm. faut rester vigilant, c'est de la formation continue. C'est pour ça que vous demandez de venir là, c'est d'être conscient aussi. D'être conscient, Ouais, c'est pas un outil qui est neutre, et puis c'est un outil qui a des conséquences. Donc, ouais, Développer notre conscience puis notre éthique. exactement. On s'en remet à l'éthique en bout de ligne parce que si les contraintes, les lois sont difficiles à être appliquées, on s'en remet à l'humain derrière la machine qui va être éthique. c'est ça. Ouais. C'est l'utilisation Qu'est-ce qu'on peut faire comme utilisation Mm. raisonnable, à Moi, mon je vous avis? donne un exemple. Le gouvernement, en septembre dernier, a décidé d'enlever le téléphone dans les écoles. Mm. Ouais, ouais, Solution géniale. ben ouais. L'introduction du téléphone pendant les 3 heures de cours le matin et 3 heures de cours, d'enlever ça, que de points positifs, tout le monde va vous le dire. C'est C'était ça. une erreur et on est revenu en arrière. Ben, faut faire des tests, test-erreur. Ouais, Et avec l'IA, on va se rendre compte qu'il y a On va des faire la même chose. utilisations qu'on fait qui servent à rien et ouais. d'autres qui sont miraculeuses. Excellent. Oui. Excellent. Mais écoutez, Monsieur Gautret, je voudrais vous remercier énormément de votre temps aujourd'hui. Si vous voulez suivre Monsieur Gautret, vous pouvez aller consulter son blog au site web gautret.com. Vous avez aussi, vous êtes titulaire de la chaire LR Wilson sur le droit des technologies de l'information et du commerce électronique. Euh, Merci beaucoup, Monsieur Merci Gautret. C'était beaucoup. très éclairant. Merci de Puis, votre qui confiance. sait, peut-être dans une deuxième épisode, on verra. C'est ça. Pour- Décodilla a été présenté en collaboration avec nos partenaires Desjardins, le CAE, Mainfrey Magog et Service Québec. Les voix entendues à l'introduction ont été générées par l'intelligence artificielle. Parce que mettre l'IA au service de votre entreprise, c'est ça le vrai pouvoir.